Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle émission, pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Vendry de Guerpel. Bonjour Vendry. Bonjour Léo, merci de me recevoir. Bah, je t'en prie. Alors Vendry, tu as coécrit ce bouquin aux éditions L'Artilleur. On reçoit souvent leurs auteurs. Il est sorti fin mai, c'est ça Exactement, fin mai, ou début mai, ouais. je sais plus. Enfin, au mois de mai dernier. Donc ça s'appelle Le vrai coût du progressisme. C'est évidemment central par rapport à notre entretien d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter un peu parce que je pense que, à mon avis, les auditeurs, enfin le public de l'Institut des Libertés te connaît pas forcément. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Vendry de Guerpel, donc je suis journaliste. Alors avant, j'étais à l'Incorrect pendant 2 ans. C'est là où j'ai commencé à travailler sur ce bouquin avec Emmanuel Reichberg. Et maintenant, je suis à Valeurs Actuelles depuis quelques mois. Et donc, je fais la promo de ce livre qui est sorti pendant le mois de mai et qui a pas beaucoup fait parler. Alors pourtant, c'est un gros sujet. On parle beaucoup d'économie en ce moment. Là, Michel Barnier et son gouvernement sont en train de découvrir un peu l'état de nos finances publiques qui est assez désastreux, il faut le dire. Donc je pense qu'il a toute sa place dans le débat public, ce bouquin. Et donc je suis ravi d'être à l'Institut des Libertés pour parler à vos auditeurs. Alors ma première question, en dehors de ta présentation, c'est pourquoi avoir écrit ce livre, tout simplement. Alors moi je suis intéressé par le débat public depuis le lycée. Donc en fait depuis 2019, je suis tout jeune, j'ai 23 ans. Et je me suis toujours dit, mais comment ça se fait que les idées progressistes sont arrivées et ont réussi à infuser tous les pans de la société? On les voyait dans la rue avec le collectif Adama, on les voyait dans les médias aussi énormément, on les voyait dans la classe politique. Alors évidemment, il y avait les victoires électorales de la gauche, mais aussi dans le monde culturel, dans le cinéma, partout. Et en fait, je me suis tout de suite dit, c'est impossible que ce soit par leurs simples idées, par la puissance de leurs idées. Il doit y avoir quelque chose derrière. Et en réalité, on allait regarder du côté de l'argent, parce que l'argent, on dit que c'est le nerf de la guerre. Et on est tombé sur plein de belles choses. Et en fait, c'est aussi ce bouquin une manière de présenter, de proposer aussi peut-être un plan à nos responsables politiques pour peut-être faire des économies, que ce soit un peu moins idéologisé. Ouais. Et alors, comment tu définirais le progressisme? Tu donnes, c'est un peu dans au tout début du bouquin, il y a une forme on encadre le terme un peu, parce que c'est vrai que est-ce qu'il y avait peut-être d'autres mots pour définir ça? Parce que ça parle de plusieurs trucs, d'associations, de médias, d'ONG, d'institutions, c'est tout ça, c'est dans le sous-titre et dans le reste du bouquin. Mais c'est vrai que le progressisme, à la fois c'est un mot un peu large, et en plus de ça, à un certain degré, ça a une connotation un peu positive en fait, le progressisme. Oui, alors le progrès est positif, mais alors le progressisme, je ne le crois pas, en tout cas pas de mon point de vue. Le progressisme, philosophiquement, en fait, le progressisme, c'est le mouvement de ceux qui s'opposent à l'idée que les hommes soient soumis à une loi naturelle. En réalité, ils voient l'homme comme une pâte modelable à l'infini dont il faudra enlever toute spécificité culturelle, identitaire, voire même culturelle, et pour en faire une société parfaite à leurs yeux, qui est progressiste. Évidemment, moi je suis plutôt de l'autre courant, peut-être conservateur voire réactionnaire de temps en temps, mais voilà. Et en fait concrètement, ce sont les écologistes de Greta Thunberg à Émeric Caron, les socialistes, les communistes de Lénine à Fabien Roussel. Et en réalité, les progressistes, eux, veulent l'affaissement des frontières, veulent déboulonner nos statuts, réécrire notre histoire, donner plus de droits aux minorités LGBT, etc. C'est ça, à mon sens, le progressisme. Et on le voit partout. Dans le bouquin, alors là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était essayer de chiffrer le progressisme. Alors même si c'est impossible de chiffrer véritablement une idéologie, on a essayé de trouver une fourchette pour le chiffrer. Le progressisme, nous, on a évalué que ça coûtait 7,8 milliards d'euros aux contribuables par an, ce qui est énorme. Il y avait 2 canaux de diffusion principaux de ces idées. D'abord, celui qui était étatique, il représente 6,3 milliards. Et puis aussi celui des groupes de pression, donc c'est toutes ces associations. Là, c'est 1,5 milliard par an. Et donc, si on fait une addition assez simple,
pas besoin d'avoir fait bac+5, et ben on tombe sur 7,8 milliards, et tout cela aux frais du contribuable qui, dans le pays, en fait, ne partage pas majoritairement les idées progressistes. On le voit au gré des élections et au gré des sondages. Ouais. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence fondamentale à faire entre argent public et argent privé? Parce que l'argent public, c'est véritablement un coût pour la société. L'argent privé, on a envie de dire, c'est pas vraiment notre argent, l'argent de Xavier Niel ou des fondations Soros, ce genre de choses. À la limite, on peut désapprouver, spirituellement, politiquement, et voilà, on peut être en désaccord avec ces démarches-là, mais ils nous ont pas pris notre argent, techniquement. Non, techniquement non. Après, les deux s'entremêlent. Quand on a des associations qui sont financées par des dons, 66%. On a lorsqu'un donateur fait un don à une association, lui, il est exonéré d'impôts de 66%. Donc en réalité, c'est l'État qui paye un peu. Pour ce qui est de l'argent public, effectivement, comme c'est l'argent du contribuable, en plus on est en train de parler de rehausser les impôts, en fait, c'est pas normal qu'il aille au service d'idéologie, notamment avec France Télévisions, qui est financé, alors j'ai le chiffre ici, par 2,5 milliards d'euros de dotation par an de l'État, ce qui est énorme. Ça pose la question évidemment de la privatisation des services publics de France Télévisions. Et puis on l'a vu aussi avec alors ça m'a beaucoup révolté avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où en fait le prix c'était entre 120 et 130 millions d'euros. Et en fait on finit par insulter les catholiques avec cette scène qui était assez mal placée, parce qu'en réalité beaucoup de chrétiens ont cotisé aussi pour et ont financé cela sans le savoir. Oui, c'est clair. Donc voilà, ça soulève énormément de questions. En fait, l'objectif de ce livre, c'était, si vous me permettez la métaphore mythologique, c'était de comprendre en fait l'état des écuries d'Augias, et puis dont il faudra rapidement passer l'alphée et le péné. Oui, parce que au final, alors c'est un bouquin que tu as écrit en mai, enfin coécrit en mai, pour le mois de mai, et au final, je trouve que ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. On parle justement de la dégradation du déficit. Les premières estimations au début de l'année 2024, c'était 4,9% de déficit par rapport au PIB. On est arrivé assez vite à 5,1 vers mars-avril, quelque chose comme ça. Bruno Le Maire nous disait 5,6 il y a encore 2 ou 3 semaines, et là selon d'abord c'était les Échos, et puis ensuite c'est le ministre de budget lui-même qui nous a dit au final c'est au moins 6%. Et depuis on n'a pas vraiment de chiffre fixe, parce que ça se trouve c'est 6,7, ou même ça se trouve on est au-delà des 7%. Et donc effectivement on est en état de se poser la question de où est-ce qu'on dépense de l'argent là où on n'en a pas vraiment besoin, là où c'est finalement plutôt pas nécessaire. Et est-ce que selon toi on pourrait supprimer absolument tout le coût du progressisme pour l'État? Je sais pas si on pourrait tout supprimer. Par exemple, on parle des aides qu'on donne tous les ans aux partis politiques. Je crois que ça, par exemple, on pourrait pas l'enlever, parce que c'est plutôt assez simple pour la démocratie de regarder en fonction des résultats des partis politiques, de participer à leur coût, parce qu'en réalité c'est le coût de la démocratie. Ça, par exemple, c'est un exemple que je prends pour dire non, ça peut-être qu'on pourra pas le supprimer, mais le fait est que ça finance aussi un peu du progressisme. Je l'avais vu en 2022, La République En Marche avait reçu 20 millions, le PS 6, etc. Là, le Rassemblement national, avec les scores qu'ils ont fait aux législatives, ils vont réussir à en prendre un peu plus. Donc non, il y a des trucs qu'on peut pas enlever. Après, il y a un énorme travail à faire, notamment sur tout ce qu'on donne aux associations. Les villes de 30 000 habitants, elles donnent, j'avais regardé aux associations, 1,2 milliard par an. Mais il faut, pour une association qui veut, par exemple, produire une scène de théâtre, une pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, ils vont devoir être sous les canons de la diversité et de l'inclusivité, sinon ils n'auront pas cette aide. Donc il faudra, mettre Cyrano en noir. Et ce qui me paraît assez choquant, parce que sous les canons du progressisme, on peut recevoir une aide ou pas. Ouais. Et puis il y a des budgets de l'État qui se contredisent aussi. Par exemple,
avec l'immigration illégale, à la fois on aide les ONG qui font subsister ce business de passeurs de migrants, tous les SOS Méditerranée, etc. Et à la fois on dépense aussi de l'argent à essayer de combattre cette immigration illégale. Donc là, on dépense deux trucs à la fois, on finance le même phénomène de manière différente. Ouais, bah l'exemple le plus typique, c'est France Terre d'Asile, hein. C'est le discret navire amiral du mouvement immigrationniste en France. Hein. Entre 2015 et 2020, l'ASSO a reçu près d'un demi-milliard d'euros de l'État. Et en réalité, ils ont sous-traité le problème de l'immigration, c'est eux qui s'en sont occupés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un État qui, plus que jamais, essaye de faire appliquer, par exemple, les OQTF, de stopper un peu l'immigration, parce qu'on se rend compte, en fait, des maux qu'apporte cette immigration. On l'a vu récemment avec le drame tragique de la petite Philippine qui est rentrée de la fac et qui a croisé la route d'un OQTF récidiviste. Il est prisonnier innocent aujourd'hui, mais tout de même, ça pose la question de l'immigration. On a vu Bruno Retailleau l'autre soir sur LCI qui était assez remonté et à juste titre. Donc oui, il y a beaucoup de contradictions et ça coûte énormément d'argent. Ouais, et pareil, encore une fois, pour rester sur France Terre d'Asile, il y a eu 125 procédures devant les juridictions administratives à cause de France Terre d'Asile qui donc s'oppose à l'État français, et c'est l'État français lui-même qui finance justement toutes ces procédures. Donc là aussi, on a envie de se dire, la place laissée aux ONG dans nos institutions judiciaires est absolument démesurée, parce que elles ont droit de faire ça et la plupart des autres non. Oui, mais les ONG, elles ont réussi à comprendre quelque chose que peut-être les associations de droite n'ont pas réussi à comprendre, c'est qu'ils ont réussi à infiltrer vraiment déjà le monde de la justice, le monde des médias, etc. Donc ils arrivent petit à petit à grappiller un peu du terrain, et France Terre d'Asile, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire, avec énormément d'avocats, avec des recours devant la justice, etc. Et donc en fait, ils ont travaillé le dossier, ils sont allés utiliser notre droit pour pouvoir récupérer de l'argent et faire ce qu'ils avaient à en faire au nom de leur idéologie, au nom de l'humanisme. Et alors, quelle a été votre méthode pour écrire ce bouquin ? Alors on était deux, il y a Emmanuel Reichberg qui est un journaliste de l'Incorrect depuis plus longtemps que moi, et il m'avait proposé de faire ce livre parce qu'il avait commencé un peu ses enquêtes. Donc on avait terminé ensemble. L'idée c'était de regarder en fait les rapports que pouvaient être produits par le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil d'État, mais aussi en fait tous les comptes de résultats, les bilans d'entreprises, d'associations, des collectivités territoriales aussi. Et donc on allait regarder tout ça, on allait aussi regarder notamment sur le point de vue de la politique de la ville. Il y avait énormément d'argent qui sont partis là-dedans. Donc en fait c'est un travail assez minutieux. Moi pour avoir un peu séché les cours de compta, c'était un peu dur de se remettre dedans quand j'étais à l'université, mais c'était un travail qui était passionnant parce qu'il y avait il est très politique ce livre en réalité, en plus d'être économique. Ouais. Et alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, un des premiers trucs évoqués dans le livre, en termes comptables, c'est le coût des anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, selon vos estimations, ils coûtent en fait à la collectivité chacun 1,1 million d'euros par an. Alors on a envie de se dire, bon, par rapport à la montagne qu'on doit économiser, c'est peut-être pas tant que ça, mais à la fois on a plein de trucs comme ça qui coûtent quelques millions ou même quelques centaines de milliers, et en fait si on réduit tout, à la fin ça donne vraiment des dizaines de milliards. Si on additionne tous les ruisseaux, ça fait des grandes rivières au final. C'est le fameux adage. Les présidents de la République coûtaient, et les anciens présidents en tout cas coûtent assez cher à l'État, mais comme les parlementaires aussi. Après, ils ont des fonctions aussi qui leur permettent de vivre décemment, parce qu'ils ont eu des fonctions qui sont assez compliquées en réalité, et c'est un vrai travail qui déborde sur notre temps sur le temps privé. Oui, c'est une des sources où on peut faire des économies. Maintenant, il y en a d'autres qui sont peut-être plus importantes, mais en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on pointe du doigt surtout le fait qu'ils soient un peu déconnectés de la réalité. François Hollande, par exemple, disait il faut taxer les ultra-riches sur le plateau de quotidien en 2020 ou 2021. Et en réalité, en fait, il demande qu'on le taxe lui-même. Donc c'est assez amusant de voir que la gauche est souvent pleine de contradictions.
Ouais. Et bon, quand même, 1,1 million d'euros par an, c'est peut-être un peu beaucoup, même pour des anciens présidents. Je suis pas sûr que, bon, il est pas resté ancien président. J'ai pas été président de la République, mais... mais par exemple, je suis pas sûr que le général de Gaulle coûtait très cher après qu'il ait démissionné. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, bah, après, c'est peut-être une autre époque, et peut-être que le général de Gaulle était un peu plus lucide sur sa vie. Ouais. Mais parce que quand il est parti, il a pris juste sa retraite de général. Hein. Ouais. Donc, comme quoi, c'est un grand homme, il y en a pas tout le temps. C'est une autre époque. Et puis, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, en termes de revenus personnels, ils ont qu'à faire quelques conférences un peu partout dans le monde. Ou dans les, ils sont bien payés. Dans les comités d'administration des entreprises, aussi, ils sont aussi très bien payés. Ils vendent leur carnet d'adresses. S'ils ont vraiment envie de travailler à titre d'ancien président de la République, il y a toujours le Conseil constitutionnel. Évidemment. Et je crois que Nicolas Sarkozy y a siégé très, très rapidement, mais ensuite il a arrêté. Et il est pas resté longtemps. Voilà, il est pas resté très longtemps. Et François Hollande, lui, carrément, n'a jamais siégé au Conseil il y avait mis ses copains avant. Donc... Oui. Justement, il aurait pu peut-être les rejoindre. Ensuite, un des premiers sujets, encore une fois, qui était évoqué dans le bouquin, c'était les dépenses sociales. Ouais. Et alors là-dessus, vous reprenez surtout les calculs de Charles Prats. Ouais. Alors Charles Prats, nous, c'est un ami de la maison. Et lui, il estime qu'il y a 70 milliards par an qui sont perdus en dépenses sociales indues. C'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle la fraude sociale. Alors parfois, ces chiffres de 70 milliards sont discutés, mais à chaque fois qu'on a des mises à jour de la Cour des comptes elle-même sur la question, à chaque fois c'est souvent en augmentation, et pourtant il n'y a jamais rien qui est fait là-dessus. Donc là aussi, il y a un manque à gagner. Alors je sais pas si on peut mettre ça vraiment dans le coup du progressisme, même si c'est je vous expliquer pourquoi. Enfin, c'est une conséquence un peu du progressisme, mais là aussi il y a des choses à aller chercher, quoi. Bon, déjà, il y a deux choses. Il y a d'abord la fraude sociale. Charles Prats, il en parle vraiment de manière assez sérieuse dans son bouquin, et là-dessus, il a fait un énorme travail. D'ailleurs, en plus, j'ai regardé tout à l'heure dans le Valeurs Actuelles qui sort la semaine prochaine, on parle aussi de la fraude sociale parce que Elisabeth Borne, quand elle était encore aux manettes, elle avait commandé un rapport qui est sorti là cette semaine, où en fait on se rend compte qu'il y a 13 milliards de fraude sociale. Alors c'est pas le chiffre de Charles Prats, mais on se rend compte quand même qu'elle est bien présente et qu'elle coûte assez cher. Mais il y a aussi les dépenses sociales, évidemment. Il y a plus de 848,9 milliards de dépenses sociales. C'est 2 fois le budget de l'État. C'est énorme. Et en fait, cet équilibre de dépenses sociales, on peut notamment le retrouver grâce à la réforme des retraites qu'on a pu voir. C'est un énorme sujet. Alors, il y a d'autres questions dont on parle dans le livre. Mais oui, le fait est qu'en France, on a plus assez de cotisants. Nous, on parle notamment de l'avortement. Il y a 200 000 avortements par an. Je pense que c'est un peu une cause parce qu'en fait, on fait venir 300 000 immigrés sans compter les clandestins tous les ans. Et donc, en fait, on remplace les futurs cotisants par des ayants droit déjà présents sur notre sol. Et puis, en plus de ça, j'ai vu que l'abrogation de la réforme des retraites serait en fait une gabegie budgétaire énorme, comme le propose le nouveau Front populaire. On avait estimé à 68 milliards le coût de cette abrogation de la réforme des retraites, y compris au Rassemblement national qui aussi veut abroger cette réforme, mais ça coûterait un peu moins cher, 48 milliards pour être assez juste avec eux. Ouais. Et alors on revient aussi un petit peu aux associations avec SOS Racisme. Vous estimez que à elle seule, cette association a perçu entre 2010 et 2018 un total de 4,6 millions d'euros des ministères. Et d'ailleurs, s'ajoute à cela un coût idéologique en ce que le ministère, le garde des Sceaux, a conclu une convention cadre en 2007 avec l'association aux fins d'informer l'autorité judiciaire des difficultés rencontrées par les discriminés et les solutions préconisées. Donc là, c'est pas directement du don, non. Mais c'est-à-dire que en fait, on leur donne du travail à partir de rien. Oui, un peu. Et puis en fait, ce racisme, ils sont très forts parce que déjà, ils sont partout. Vous dites quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Vous êtes tout de suite, vous retrouvez tout de suite devant les tribunaux. Donc là aussi, ils se font énormément d'argent. À Valeurs Actuelles, il y a eu cette histoire de l'affaire Obono.
la rédaction de Valeurs Actuelles s'était retrouvée en procès. Non, SOS Racisme, ils font un travail assez hallucinant. C'est que au nom de la victimisation, ils vont réussir à récupérer de l'argent par les tribunaux, par les aides des ministères, parce que c'est dur d'être discriminé. Donc oui, c'est le travail de cette ONG, de cette association. Et après, donc, on avait France Terre d'Asile. Alors, je voudrais en reparler un petit peu quand même. Donc, vous estimez que France Terre d'Asile est le sous-traitant de l'État français et à la fois une sorte de donneur d'ordre. Donc, à ce titre, elle recevra pendant 28 années des centaines de millions d'euros de l'État. Ouais. Vous avez chiffré le total perçu par France Terre d'Asile? Oui, un demi-milliard. Demi-milliard, ouais, c'est gigantesque. C'est gigantesque. En 30 ans à peu près. Ouais, en 30 ans. Oui, France Terre d'Asile, ils sont composés d'énormément de juristes, donc ils maîtrisent très bien notre code pénal, tout notre alliage juridique. Donc évidemment, ils vont par tous les biais juridiques réussir à récupérer de l'argent. Et ce qui est assez hallucinant surtout, c'est que on a un peu délégué notre souveraineté sur les questions migratoires en leur sous-traitant ce travail-là. Et par exemple, France Terre d'Asile devait recevoir une délégation de service public pour coordonner le dispositif national d'accueil, ce qui est à mon sens un peu fort de café et complètement déplacé pour un État aussi puissant que le nôtre. Ouais. Et alors, il y a évidemment un autre domaine dans lequel l'argent de l'État est quand même, c'est en perfusion en intraveineuse, c'est le cinéma, avec notamment le CNC. Donc, le CNC a perçu 7,5 milliards d'euros en 30 ans. Là aussi, c'est assez énorme. Et puis, en prenant en compte donc toutes les aides dites indirectes, l'État verserait 500 millions d'euros par an. D'ailleurs, est-ce que vous, je sais plus si vous détaillez pas mal le financement du CNC, parce que parfois on dit beaucoup le CNC, en fait on le finance avec une taxe sur les billets des films étrangers, mais en fait c'est pas la majorité du financement du CNC. Oui, alors en fait, pour faire un film, c'est assez amusant parce qu'on avait pas mal parlé quand j'étais à l'Incorrect. En fait, au nom de l'exception culturelle française, on va financer énormément de films. Ces films-là sont financés par des aides de l'État, notamment celles du CNC, etc. Et pour avoir ces aides-là, il faut passer par des commissions. Et dans ces commissions, il y a énormément de personnes qui ont été placées là pour donner des gages à l'inclusivité, à la diversité, etc. Et quand on regarde les financements des films, alors il y a les régions, etc. Et le CNC, et on se rend compte que ceux qui réussissent à avoir le plus d'aide, eh bien, ce sont ceux qui sont le plus enclins à mettre, par exemple, des personnes racisées dans leurs films, des homosexuels, des lesbiennes, etc. Ou alors encore ou des trans même. Et ça pose un sacré problème parce que l'exception culturelle française, aujourd'hui, force est de constater qu'elle finance que des films qui sont plutôt mauvais. C'est plus la grande époque d'Audiard, etc. Et on sent ce délitement du cinéma français, notamment du fait de ces aides-là, qui sont vraiment conséquentes. Et au passage, il y a quand même un grand paradoxe dans ce milieu-là, parce que les acteurs sont souvent les premiers à s'insurger contre la préférence nationale quand elle arrive. On en parlait dernièrement dans le cadre des élections législatives avec le programme du Rassemblement national. Il y avait encore une fois cette fameuse préférence nationale qui revenait. Et plein d'acteurs se sont insurgés contre cette notion vraisemblablement turbo-fasciste, mais eux bénéficient bien justement de cette préférence nationale dans le cadre du cinéma. C'est-à-dire que nous, évidemment, la France finance le cinéma français à sa manière. Elle ne finance pas le cinéma brésilien ou ghanéen. Non. Bah après, ils ont leur propre... Il y a Bollywood, etc. Ils ont leur propre canaux de diffusion et de financement. Mais oui, par exemple, on avait vu le cinéma de Camilla Jordana sur France Inter qui disait moi je suis invité nulle part, etc. Qui se plaignait de pas pouvoir faire son métier correctement. En réalité, la France est quand même le
le meilleur pays où on peut réussir dans le cinéma. Dans le cinéma, ça c'est certain, donc oui. Oui, évidemment, il y a plein de films, plein de productions. Il y a qu'à regarder, comment dire, le site même du CNC. 80% des projets financés par le CNC n'existeraient pas s'il n'y avait pas justement ces aides-là. Et d'ailleurs, il y a énormément de copinage à l'intérieur du CNC. Évidemment. C'est souvent les mêmes qui reçoivent les mêmes subventions. C'est-à-dire, on pourrait se dire, par exemple, c'est une aide de 4 000 ou 5 000 euros par-ci par-là pour des jeunes qui essayent de commencer dans les courts-métrages, par exemple, qui tentent de faire des trucs. Et en fait, très souvent, déjà, c'est des chaînes YouTube qui font des trucs, comment dire, des programmes récurrents et donc qui ont en permanence besoin de cette aide publique. Voilà, c'est pas juste une fois pour faire un projet un peu novateur ou ambitieux. Et puis, il y a beaucoup de films aussi. Alors, il y a des gens qui sont carrément spécialisés là-dedans. Il y a plein de films qui parlent justement de problématiques sociétales avec soit l'immigration, soit des minorités sexuelles. Et c'est souvent des films dont le synopsis est assez redondant et qui d'ailleurs se viandent très souvent en termes d'audience. La créativité en fait. Oui. Non, en fait, c'est le cinéma, c'est un bon exemple parce que c'est tout ce que veut dire le livre, c'est qu'en réalité, les progressistes ont réussi à infuser vraiment tous les pans de la société. Et ils ont réussi à avoir des postes stratégiques qui leur permettent de débloquer des aides. Et oui, il y a ce copinage-là que tu soulignais tout à l'heure, qui gangrène complètement ce monde-là, comme il gangrène aussi le monde des médias. Et alors là aussi on arrive à un moment du livre où vous parlez un peu plus justement d'une forme d'actionnariat activiste des milliardaires, c'est-à-dire qu'ils arrivent, soit ils créent des trucs, des médias par exemple, soit ils arrivent en prenant une partie du contrôle de ces médias, et vraisemblablement ces médias sont quand même généralement une grosse perte financière, donc c'est-à-dire que financièrement, ces milliardaires n'ont pas grand-chose à gagner, mais quand même, pourquoi ils font ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir d'abord que quand on achète un média, et tu l'as rappelé, eh bien, on va perdre de l'argent. Ça, c'est certain. Oui, c'est clair. Là, en ce moment, on voit beaucoup Xavier Niel, notamment, qui se balade sur le plateau télé parce qu'il a sorti son livre, Une sacrée envie de foutre le bordel, il me semble. Donc, on l'a vu chez Apolline de Malherbe il y a 3 jours. On l'a revu ce matin sur France Inter. Xavier Niel, lui, il a des parts dans Le Monde, par exemple, qui, quand même, font des trucs assez abjects. On l'a vu récemment. En fait, quel est l'intérêt d'acheter des médias ? Quel est l'intérêt de faire En fait, le but, c'est de faire de la politique. Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon, c'est les 3 grands milliardaires dont on parle dans notre bouquin. En 2020, par exemple, ils ont soutenu la cause portée par Hugo Clément, qui était le RIP, pour mettre fin à l'élevage en cage, la chasse à courre, l'élevage intensif, etc. Qui, en plus de ça, allait fermer énormément de postes parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, il y a une volonté de faire de l'influence. Et puis, les milliardaires, eux, c'est bon aussi pour leurs bénéfices. Sous couvert d'humanisme, ils vont vouloir aussi récupérer de la main-d'œuvre souvent. Et j'avais trouvé une tribune dans le JDD en juin 2021 où plusieurs grands patrons d'entreprise appelaient à faire bouger les lignes en matière d'immigration et voulaient régulariser 50 000 personnes par an pour qu'ils bossent dans leur boîte. Parmi les signataires, il y avait Sébastien Bazin, le patron d'Accor. On a souvent besoin de femmes de ménage ou d'hôtesses d'accueil. On a Alain Dehaze à Déco, qui est la grosse boîte d'intérim. Brodin, chez Ikea. Ikea, c'est 36 magasins dans toute la France et 15 millions de visiteurs par an. Oui, il faut de la main-d'œuvre chez Ikea. Donc, sous couvert d'humanisme, ces gens-là veulent faire importer des gens chez nous. Et parce qu'en fait c'est bon pour leurs bénéfices. Oui, d'ailleurs il y avait c'était le MEDEF qui était pas du tout en contradiction avec la fameuse loi immigration, notamment dans son pan qui visait à régulariser des travailleurs dans les secteurs dits en tension. On pense notamment à tous les services de livraison, de restauration, tout ça, où effectivement la main d'œuvre il y en a besoin. Et puis c'est marrant aussi sur les médias. Je vais vous parler de Combini. On en parle dans le bouquin. Alors ça c'est assez marrant parce que en 2018, c'est le Perrodo, la famille Perrodo, qui détient Perenco, vous savez, cette énorme boîte dans le pétrole qui est assez, qui fait un travail monstrueux et qui franchement
ils font un très bon travail parce qu'eux, ils rachètent les vieux puits de pétrole matures et puis en fait, ils arrivent à gagner un peu de l'argent là-dessus. Et ben, eux, ils ont renfloué les caisses de Combini à hauteur alors, de 18,8 millions d'euros, ce qui est phénoménal. Et Combini, qui se drape dans des vertus écologistes à longueur de journée, et ben en fait, au final, ils ont accepté quand même des fonds de cette famille-là. Vous ne verrez jamais sur Combini un article sur la famille Perrodo ou sur l'entreprise Perenco. Ouais, c'est vrai que il y a le point de vue des milliardaires où on se dit okay, qu'est-ce qu'ils font, mais il y a aussi le point de vue quand même, comment dire, de ces rédactions. Où on se dit bon, Combini c'est quand même très à gauche, très là ils se veulent très très urbain, très progressiste justement. C'est très jeune en plus, donc, et puis les jeunes et puis ils pensent qu'à l'écologie en ce moment. Oui, tout à fait. Donc, et là-dessus, oui, effectivement, il ferme pas mal les yeux. Et ensuite, vous parlez un peu plus des fondations étrangères, avec notamment Black Lives Matter, tout ce qui est les fonds Soros, Fondation Ford, etc. Donc, vous estimez que Black Lives Matter, donc ça a commencé en 2014, et ça a reçu, cette association, 2,6 millions de dollars en 2018 et 3,3 millions en 2019. Ensuite, suite à la mort de George Floyd, l'association a recueilli 33 millions de dollars auxquels s'ajoutent les dons de George Soros. Alors là-dessus, on a aussi envie de dire, certes c'est énorme et tout, c'est pas tellement pour le coup un coup net pour la communauté, mais c'est intéressant de le savoir. Ouais, mais en fait c'est intéressant de le mettre dans le livre parce que ça soulève des réalités. Black Lives Matter, on a entendu parler pendant 10 ans, ils étaient partout, omniprésents, ils faisaient des campagnes médiatiques de ouf, et en fait voilà, on a compris comment ils étaient financés. Et c'est tout le projet du livre de comprendre d'où vient le progressisme. Alors là, pour le coup, ça coûte pas aux contribuables, mais c'est intéressant de voir ça. Ouais. Non, mais comment dire, ce qui est intéressant sur tous ces trucs-là, sur Black Lives Matter ou SOS Racisme, c'est l'influence qu'ils ont sur les pays étrangers. C'est du soft power aussi. Oui, absolument. Et on est quand même assez loin d'une sorte d'association désintéressée. Où on aurait des gens qui, sur leur temps libre, iraient aider les pauvres, je ne sais quoi, et qui n'en retireraient absolument aucun profit. On est carrément, par rapport aux liens qu'entretiennent ces ONG, et souvent l'État et des grandes fortunes, on est sur un véritable business. C'est-à-dire que parfois l'État fait en sorte de leur donner un travail. Alors on demande par exemple aux entreprises d'avoir de faire leur propre examen par rapport au respect justement vis-à-vis du racisme ou du respect des minorités sexuelles au travail. Et par exemple, c'était l'association de Caroline Dehaze qui a pas mal de travail dans ce domaine-là, qui essaye d'évaluer l'état des relations hommes-femmes au boulot. Et ils apportent finalement un plus assez limité, mais grâce à certaines législations, ils existent. J'ai fait justement sur notre autre média, l'Université de l'Épargne, la semaine dernière, une vidéo sur les critères ESG qui touchent aussi beaucoup la finance, et sur le fait qu'en 2001, la France avait obligé les entreprises cotées en bourse à mettre justement dans leur rapport annuel quelques pages sur leur respect de ces critères-là. Ouais. Et justement, ils demandaient à Vigeo pour faire ça, pour faire qui était une agence de notation de ces critères-là, d'évaluer justement le respect de ces critères par les entreprises. Donc, il y a un truc qui n'existe pas, et d'un seul coup, l'État vous oblige à le faire, et hop, faut appeler qui ? Faut appeler Vigeo, et donc pour faire appel à Vigeo, faut payer Vigeo. Et donc, comme ça, on crée du business à partir de rien. Et pour revenir sur Black Lives Matter, c'est souvent les grands dirigeants de Black Lives Matter, souvent vivent dans des maisons assez luxueuses, souvent d'ailleurs pas dans les quartiers les plus noirs des États-Unis. Donc là aussi on se dit les associations qui sont un truc que l'on approuve beaucoup en Occident, on se dit on pense aux autres, on pense pas qu'à soi. Ça devient un véritable business, et ceux qui en vivent très bien, quoi.
Bah là, il y a deux exemples qui me viennent en tête. D'abord, c'est celui de l'Autre Cercle. Vous savez, c'est une association qui va dans toutes les grandes entreprises parisiennes et qui met en place des chartes que tous les employés doivent signer LGBT. Et s'ils ne la signent pas, en fait, ils sont un peu ostracisés au sein de la boîte. Et ben en fait, ça répond notamment au RSE, aux responsabilités sociales des entreprises, qui eux après vont être notés pour le respect de ces règles. Et puis en plus, le patron de l'Autre Cercle, c'est Christophe Berthier qui est employé chez Pôle emploi justement. Donc ouais, tout est plutôt assez lié, etc. Et puis le deuxième exemple qui venait en tête, c'est sur l'ESG. Pour que les entreprises réussissent à gagner les appels à projets de l'État pendant le plan de relance d'Emmanuel Macron pendant le Covid, il fallait qu'ils respectent ces règles ESG qui sont en fait mises en place par des commissions dont il faut respecter en fait les critères environnementaux, sociaux et tout ce qui est inclusivité et diversité. Et donc en réalité, ce sont toujours les mêmes qui réussissent à récupérer ces appels d'offres, c'est-à-dire le petit milieu progressiste parisien assez proche du pouvoir. Ouais. Et alors, en dehors de simplement les associations, il y a aussi des institutions à part entière qui sont vraiment gangrénées par le progressisme. Vous parlez notamment de l'institution qui est le Haut Conseil à l'égalité. Ouais. Donc, le Haut Conseil à l'égalité, c'est 500 000 € par an. Le Haut Conseil à l'égalité, qu'est-ce que ça fait ? Par exemple, ça promeut l'obtention de l'avortement médicamenteux pour détresse psychosociale de la mère. Et donc ça avait donné la loi bioéthique en 2021 où aujourd'hui en cas de détresse psychosociale, qui est un terme quand même assez large qui veut à la fois tout et rien dire, on peut avorter jusqu'au 9e mois, jusqu'au terme. C'est quand même assez énorme et il y a finalement pas tant de gens que ça qui le savent. Donc là-dessus aussi, quelles sont les autres institutions de ce genre qui nous coûtent un pognon de dingue et finalement qui servent pas tellement à grand chose? Là, on est en train de parler de tous les machins d'État, en réalité, que De Gaulle appelait justement les machins d'État. Oui, il y a le Haut Conseil à l'égalité, il y a aussi la DILCRA, dont on parle dans le livre. Et puis plus récemment, on a appris l'existence du CESE, parce que les Français ne connaissaient pas le CESE. Parce qu'en fait, Thierry Baudet était le patron du CESE, était potentiellement candidat pour être à Matignon. Parce que maintenant, on est candidat pour aller à Matignon, on est plus nommé. Et en fait, toutes ces institutions, en réalité, elles coûtent assez cher et elles fournissent énormément de dossiers, alors que souvent on fait tomber aux oubliettes, et quand on les fait pas tomber aux oubliettes, ça donne notamment des lois sur la loi bioéthique, etc. Donc il y a un vrai projet derrière, mais en fait, ce travail sert pas à grand chose en réalité, et c'est toujours dans le même sens. Ouais. Et vous parlez aussi du ministère de Marlène Schiappa en 2019. Ouais. C'est quoi cette histoire aussi? Parce que vous dites, alors sur les 533 millions d'euros alloués au ministère de Marlène Schiappa pour l'année 2019, seuls 79 ont été consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes. On va dire, c'était quasiment le but originel de son ministère, quoi. Ouais, en fait, c'est encore une forme de gaspillage. Alors, je vais pas jeter la pierre sur Marlène Schiappa, qui en plus... qui a l'air assez sympathique. Qui en plus, elle a l'air très sympathique. Mais oui, voilà, ça fait partie des grands gaspillages de l'État. Nous, il fallait qu'on le mette dans le livre parce que, par déontologie journalistique, il fallait absolument qu'on en parle. Donc oui, ça fait partie des grands gaspillages d'État, comme tous ces machins d'État qui ne servent à rien. Voilà encore un exemple d'économie à faire pour l'équilibre de nos finances publiques. Et après, il y a aussi la question de l'audiovisuel public. Ouais. Et alors, l'audiovisuel public, déjà, il y avait Éric Zemmour qui voulait le privatiser. Et puis, dernièrement, dans le cadre des élections législatives, le RN s'est dit favorable aussi à cette mesure. C'était Sébastien Chenu, je crois, qui disait que ce serait le premier truc qu'il ferait, carrément. Alors, je sais pas si c'est une opinion qui est partagée par une majorité de la population. Mais enfin, quoi qu'il en soit... La privatisation de l'audiovisuel public. Je crois que les gens se prononcent pas trop dessus, effectivement. Oui, Après, beaucoup de Français aussi en ont un peu marre de voir sur France Télévisions toujours la même soupe progressiste à longueur de journée, et ils le disent souvent d'ailleurs. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, à la rigueur, ça me dérangerait pas que France Télévisions soit financée par l'État.
en tant que tel. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en fait de France Télévisions. Aujourd'hui, France Télévisions, on fait des émissions, en fait, on est dans un petit entre-soi politico-médiatique où on n'invite pas des personnalités de gauche. Et ça, c'est le très bon rapport de l'Institut Thomas More qui avait fait un rapport qui avait regardé la présence des journalistes, des intervenants, de quel bord politique ils étaient. Moi, ça me dérangerait pas que France Télévisions reçoive des aides de l'État s'ils m'invitent, par exemple, ou s'ils invitent des gens de droite, et j'irai débattre avec plaisir. Mais enfin, il suffit de regarder l'émission de Quelle époque là, de Léa Salamé. Ouais. Franchement, c'est un petit entre-soi politico-médiatique, et quand Jordan Bardella ou Marion Maréchal y va, en fait, ils sont asmaltés par tous les journalistes ou tous les gens autour du plateau. Et puis aussi, ils se permettent énormément de choses. Ils se permettent, dans l'impunité la plus totale, notamment d'insulter les chrétiens. Il y avait eu, rappelez-vous, Jésus et PD, là, l'humoriste Frédéric Fromet, qui chantait ça à tue-tête sur une radio du service public, et qui, lui, n'a pas été sanctionné par l'Arcom, alors qu'à côté de ça, Éric Zemmour sur CNews, lui, avait eu pas mal de problèmes suite à ses propos. Oui, effectivement. Je pense qu'avant de vouloir privatiser l'audiovisuel public, je pense que le public, justement, voudrait avoir une sorte de droit de regard sur ce qui est diffusé. C'est-à-dire qu'en un peu plus de 10 ans, les programmes, surtout les programmes politiques, sur France 2 notamment, ont pas mal évolué. Aujourd'hui, effectivement, on a l'émission de Léa Salamé. Avant, on n'est pas couché. Avant, je regardais, on n'est pas couché. Parce qu'il y avait Éric Zemmour et Anne Moix avec Nolo, etc., qui étaient tous les soirs et qui pouvaient parler assez librement en réalité. Maintenant, ça a complètement changé. Il y avait Ce soir ou jamais aussi avec... son nom m'échappe, mais j'ai plus le nom non plus, mais le service public faisait des choses bien à l'époque. Oui, effectivement, où il y avait pour le coup, alors il y avait pas que des gens de droite évidemment, mais il y avait vraiment une liberté de parole, et aujourd'hui on a l'impression que c'est plus tellement le cas. J'avais noté quand même cette comparaison il y a quelques mois. J'avais vu la manière dont Éric Zemmour ou d'autres d'ailleurs, Marion Maréchal par exemple, étaient reçus sur le plateau de Léa Salamé, et je comparais ça à la manière dont le fameux serial killer Le Serpent avait été reçu sur le même plateau. Et alors vous voyez dans le cas du serial killer que Léa Salamé est absolument subjuguée par son invité. Elle lui pose des questions, voilà, elle le croit un peu sur parole. Bref, il est plutôt bien reçu, très franchement. Et derrière, en fait, si vous êtes suspecté possiblement de racisme, d'être de droite, pour le coup, c'est pas la même sauce. C'est-à-dire que tuer des gens, c'est peut-être un peu moins grave finalement que d'être Éric Zemmour ou Marion Maréchal ou Jordan Bardella. Après, peut-être que Léa Salamé est en recherche d'audimat, je sais pas, peut-être qu'elle a regardé les chiffres, encore que Éric Zemmour faisait pas mal de très bons chiffres à l'époque. Il fait plutôt des bons chiffres. Mais oui, ça c'est un problème. Et puis même, aujourd'hui, on en vient à la fermeture en fait d'une chaîne entière, ou juste parce qu'il y a une émission qui s'appelle TPMP, qui fait des milliers d'audiences, des centaines de milliers d'audiences plutôt, et on est là à censurer, alors que en réalité, on devrait censurer France 2 en fait. Oui. Et puis il faut rappeler aussi cette célèbre déclaration de Delphine Ernotte, qui disait qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision. Elle disait ça sur Europe 1, et elle arrive tout de suite avec son projet en fait. C'est même Adèle Von Ress, dans le Figaro, il y a quelques mois, elle disait que Radio France devait être la radio progressiste par excellence. En fait, ces gens-là ne se cachent même pas. Ils ont leur projet, ils utilisent les canaux de diffusion de l'État pour le faire, et c'est ça qui est problématique. C'est qu'en plus de ça, le contribuable qui lui vote massivement Rassemblement National aujourd'hui, il y a 11 millions d'électeurs pour le Rassemblement National, et il se retrouve à financer ça. Donc oui, je comprends que certains dans le pays veuillent privatiser l'audiovisuel public. Oui, c'est clair que en plus, si on coupe les financements venant des hommes blancs de plus de 50 ans, je sais pas si Delphine Ernotte aura encore un boulot. Je sais pas si France Télévisions continuera d'exister. Alors après, vous évoquez aussi l'Arcom.
L'Arcom, donc, qui a une actualité quand même assez énorme hein, depuis cet été avec la suppression de C8 et Énergie 12 au passage. L'Arcom, le budget c'est 46,6 millions d'euros en 2022. On croirait pas que c'est autant quand même par rapport à ce qui est fait. Ouais, non, ouais, ça c'est bien sûr. Mais surtout, c'est la manière dont ils vont juger, comment ils vont sanctionner ou pas, qui pose vraiment question aussi. C'est que l'Arcom, l'Arcom, il a quand même un rôle qui est important dans le paysage politique et médiatique. Alors je veux dire, évidemment qu'il faut qu'il y ait un arbitre sur ce qui se passe à la télévision, ce qui est diffusé à la radio. Maintenant, comment est-ce qu'on tranche ? En fait, les membres de l'Arcom, ils sont tous progressistes. Quand je disais tout à l'heure que les progressistes ont réussi à avoir tous les pans de la société, ça se mesure aussi à l'intérieur de l'Arcom. Ils font une cabale contre notamment le groupe Bolloré parce que c'est pas leur projet. Parce que ce sont des adversaires pour eux, politiques et médiatiques. Et donc oui, ils vont taper plus fort sur C8, ils vont taper plus fort sur CNews et vont laisser en impunité totale France Télévisions et Radio France. Et puis on l'a vu, moi ça m'a vraiment choqué la scène de Philippe Catherine là pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Et je suis désolé, mais au moins juste une excuse de France Télévisions, une excuse même de ceux qui ont du comité olympique, il n'y en a pas eu. Oui, c'est vrai que à côté de ça, il y a, alors c'est notamment les émissions de Cyril Hanouna qui sont un peu le bouc émissaire en fait du groupe Bolloré et qui, alors eux ils sont souvent les émissions de Touche pas à mon poste sont souvent sanctionnés par l'Arcom à cause de trucs quand même assez mineurs. Par exemple, c'est une casquette dont on voit la marque, ce genre de choses. Où il y a quelques amendes. avait fait un truc assez marrant. Il avait comparé avec Quotidien qui avait fait passer plusieurs marques aussi, et puis ils n'avaient pas été du tout sanctionnés par l'Arcom. Oui. Et puis en plus, faut rappeler quand même que l'Arcom ne peut pas s'auto-saisir, c'est-à-dire qu'il y a des signalements qui sont faits en fait directement par les citoyens. Vous vous dites voilà, sur telle émission de télé j'ai vu tel truc, c'est insupportable, s'il vous plaît faites quelque chose. Il y en a qui ont du temps à perdre. Il y en a qui ont du temps à perdre, mais en plus on a envie de se dire l'Arcom ils ont même pas eux-mêmes à faire le contrôle de tout ce qui se passe à la télévision. Ils n'ont à faire que le contrôle de ce qui a été signalé derrière sur leur site. Donc on a envie de se dire peut-être 46,6 millions d'euros, ça me paraît beaucoup. Je me dis combien il y a de personnes là-dedans, quel temps passe-t-il réellement à faire à faire quelque chose de constructif. C'est aussi selon moi c'est un coût de fonctionnement qui pourrait être divisé par 50. Après, on parle un petit peu de Reporters sans frontières aussi, parce que aussi ça fait le pont avec l'Arcom. On en avait parlé pas mal d'ailleurs sur cette chaîne de l'arrêt du Conseil d'État qui avait été donc sollicité par Reporters sans frontières, qui avait observé au CNews pendant quelques semaines, qui trouvait que c'était absolument insupportable la manière dont cette chaîne était tenue, sans vraiment parler des autres chaînes derrière. Mais Reporters sans frontières, il faut le rappeler, est financé à 52% quand même par le domaine public. Ouais, ce qui est phénoménal. Alors Reporters sans frontières, c'est quand même un beau projet au départ. Oui, tout à fait. Avec Robert Ménard, qui à l'époque était un grand journaliste. Maintenant, ce que c'est devenu... on peut un peu le déplorer. Voilà, encore un canal de diffusion des idées progressistes. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part que, ils vont faire leur projet dans les médias, ils vont s'attaquer à CNews, comme d'autres s'attaquent à TPMP. En réalité, ce que ça soulève comme question, c'est que on finance la censure aujourd'hui un peu dans le pays. Alors c'est peut-être un peu radical ce que je dis là, mais pour m'expliquer... Aujourd'hui, on est dans un pays où la liberté de parole n'a jamais été autant menacée. Et on le voit à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, rapidement, il peut vite tomber sous le coup de la loi, vite tomber sous le coup de l'ostracisation médiatique. Et c'est tout le rôle des progressistes. Les progressistes, en réalité, ils veulent la mort, alors la mort judiciaire, économique de leurs adversaires politiques, ce que certains à droite, évidemment, ne veulent pas, parce que ce n'est pas du tout la même approche philosophique.
Ouais. Et en plus de ça, pareil, il y a un gros paradoxe avec ce que Reporters sans frontières avait demandé en fait au Conseil d'État, du coup à l'État, c'est que normalement, on se dit Reporters sans frontières va tenter d'agir dans des pays où la démocratie est un peu discutée pour essayer justement de faire en sorte que l'État apprenne à respecter une partie de l'opinion, voilà, à respecter en fait une certaine liberté d'expression. Ils font pas ce travail, ils font l'inverse. Et en France, ils font l'inverse. Ils demandent à un État finalement de bâillonner une chaîne parce que elle est un peu trop libre par rapport à ce qu'on pense. C'est quand même un grand paradoxe par rapport à ce que fait normalement Reporters sans frontières. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que en France, on voulait décompter le temps de parole des journalistes. Oui. Donc ils classaient des journalistes à droite ou à l'extrême droite, ou à gauche ou à l'extrême gauche, et ils devaient aussi respecter, c'est n'importe quoi, c'est tout l'inverse du journalisme. Alors évidemment il y a des journalismes d'opinion, je pense que j'en fais partie, mais censurer aussi des journalistes, je veux dire, à la rigueur qu'on compte le temps de parole des politiques, je trouve ça plutôt je trouve ça normal même, mais qu'on le fasse pour des journalistes me paraît assez lunaire quand même. Oui, alors effectivement, la plupart des chaînes aujourd'hui font un peu attention à cet arrêt du Conseil d'État. Ils sont obligés. Mais c'est aussi le fait, pardon de te couper, aussi le fait de la concurrence. Quand on voit BFM TV, évidemment ils sont obligés d'inviter des personnalités de droite parce qu'ils voient que c'est news, et en fait ils sont en train de tuer la part d'audience. Ouais. Et puis, malgré tout, même 6 mois après cet arrêt du Conseil d'État, en fait, on ne sait pas vraiment comment l'Arcom va devoir, mettre en place cette nouvelle réglementation. C'est-à-dire que, alors, on sait qu'on arrive dans un régime du fichage à la télévision. C'est pas seulement les personnalités politiques, les représentants du Rassemblement national ou de la France insoumise ou autres qui vont être décomptés, mais ça va être aussi les personnalités politiques, médiatiques de manière générale, qui vont avoir une sorte d'étiquette, alors divers droite, divers gauche, extrême droite, extrême gauche, centre, je ne sais quoi encore, mais pour l'instant l'Arcom ne s'est pas vraiment prononcé sur la manière dont ce fichage allait être fait. Donc là aussi il y a quand même à un moment ils voulaient prendre comme journal de référence Le Monde. Oui, alors, effectivement. Avec tout ce qui publie en ce moment, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si on commence à prendre Le Monde comme référence, je pense que 90% des gens sont à droite. Qui est financé par Xavier Niel en plus. Ouais. Et alors, sur les médias même de manière générale, l'État français finance à 24% le marché des médias, ce qui représente un total de 6 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que vous incluez dans médias là ? C'est vraiment au sens large. Alors, on parle évidemment de France Télévisions, on parle de Radio France, mais on parle aussi des aides à la presse. Oui, voilà. La presse écrite, vous savez, peut demander des aides de la part de l'État. Sauf qu'en réalité, on se rend compte que pour monter un dossier et avoir des aides de l'État, c'est assez compliqué. Je suis pas sûr que l'Incorrect réussisse un jour à avoir des aides de l'État. Valeurs actuelles, je suis pas allé regarder. L'Institut des libertés non plus, je pense. Donc voilà, en réalité, en fait, toutes ces aides-là, elles vont à Libération, elles vont dans tous les journaux qui sont plutôt mainstream, en tout cas qui sont plus à même à porter la parole du progressisme, oui. Oui, effectivement, et c'est notamment l'Humanité qui a le plus gros ratio entre ses ventes et ce que cette rédaction reçoit par l'État, c'est-à-dire que vraiment, il y en a d'autres qui sont maintenus à flot par l'État, mais alors l'Humanité c'est vraiment spécial, et tout ça parce que l'État considère que l'Humanité en fait apporte vraiment quelque chose à la société, apporte quelque chose au débat public, quoi. Alors moins que l'Incorrect apparemment. Moins que l'Incorrect ou que Valeurs actuelles. Et alors, vous parlez aussi, il y a certains trucs, je me dis, bon, là on extrapole peut-être un peu. Par exemple, vous parlez de Jérôme Salomon pendant le Covid. Alors voilà, Jérôme Salomon aurait fait perdre à l'État 650 millions d'euros. L'explication c'est la suivante: au lieu de commander 1 milliard de masques au début de la pandémie, comme cela était pourtant demandé par le ministère de la Santé, il a décidé d'en commander un peu moins, et donc s'est suivi derrière l'augmentation du prix du masque, puisque la demande a augmenté, l'augmentation du prix unitaire du masque, et donc l'obligation de commander le restant, ce qui a donc coûté encore plus cher, donc apparemment 650 millions d'euros. Oui, alors ça c'est pas tant une histoire de progressisme, c'est une histoire de mauvaise gestion politique et
et de l'État. Oui, bah, après, tout le monde a été pris de court, donc évidemment, on jette un peu la pierre à Jérôme Salomon, mais on aurait pu jeter la pierre à d'autres comme Emmanuel Macron, etc., ou encore Olivier Véran à l'époque, parce qu'en fait, en réalité, ils étaient au courant que la pandémie allait arriver et ils n'ont rien fait. Et puis du coup, au final, c'était la région Île-de-France qui avait dû payer une partie des masques. Donc oui, ça fait partie des grandes erreurs de nos politiques qui aujourd'hui n'arrivent plus à gérer en réalité. Ils sont payés pour faire de la politique, une fois en poste, ben oui, ils galèrent. Heureusement qu'il y a l'administration de temps en temps pour les aider. Et on l'a vu pendant la période du remaniement où on n'a eu que des ministres démissionnaires. Et en réalité, les administrations ont fonctionné assez bien. On a quand même eu une rentrée au ministère de l'Éducation qui s'est déroulée sans ministre en réalité. Oui. Donc voilà, ça pose cette question-là, cette histoire de Jérôme Salomon. J'espère qu'il nous en voudra pas trop. Ouais. Et alors derrière, vous tentez aussi, même si ça, je pense que ça nécessiterait au moins un bouquin entier pour en parler, mais vous tentez d'estimer le coût de l'immigration. Ouais. Alors, vous avez le calcul suivant. On retient donc que les immigrés versent 31 milliards de charges sociales, auxquelles s'ajoute la TVA issue de la consommation, donc qui s'élève à 1,7 milliard. Donc à ce stade, le bénéfice brut de l'immigration, c'est 32 milliards, à peu près 32,7. On retire à ce chiffre donc les dépenses publiques engendrées par l'immigration, donc tout ce qui est allocation familiale, le chômage, les retraites, qui s'élèvent à 26,7 milliards d'euros. 1 milliard supplémentaire par rapport à l'AME, 8,9 milliards au titre du budget afférent à la pauvreté, 20,8 milliards au titre des frais pénitentiaires, et donc le solde est négatif au final pour un montant de 24,7 milliards d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas une infinité d'autres paramètres quand même à prendre en compte dans ce calcul? Mais il y en a infiniment, je vous dis, c'est une fourchette. Ouais. C'est impossible de chiffrer le coût de l'immigration. Celui qui arrive à le faire, et il va devoir se lever tôt. Et puis certains pourront peut-être espérer qu'un jour d'autres fassent le travail de chiffrer le coût de la rémigration. Non mais blague à part, oui, en fait l'immigration, elle coûte déjà en elle-même par exemple l'AME, l'aide médicale d'État, que certains aimeraient faire passer en AMU, l'aide médicale d'urgence. Bruno Retailleau y est favorable, mais ça permet assez compliqué. En plus, il était dans la loi immigration proposée par Gérald Darmanin, mais retoquée au Conseil d'État. Constitutionnel, pardon. Donc voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc il y a ça, il y a aussi le travail des ONG qu'on finance, il y a aussi, évidemment, comme l'immigration apporte aussi de l'insécurité, c'est plus un gros mot de le dire aujourd'hui. Avant on pouvait pas le dire sur le plateau de télévision, maintenant on peut le dire. C'est plus un tabou, enfin. Et puis il y a toutes ces OQTF, aussi combien coûtent les centres de rétention administrative. J'ai beaucoup été dans ces centres pour faire des reportages. Bah oui, c'est un coût de retenir 200 personnes sur un centre. Il y a énormément de dégâts en plus. Moi, j'ai été allé voir le lendemain d'un match Maroc, je sais plus, France-Maroc, et donc ils avaient cassé toutes les télés. Non, mais oui, c'est un coût. C'est un coût aussi parce que il y a des fonctionnaires qui bossent dans ces centres. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, évidemment. L'immigration, elle n'apporte en réalité beaucoup plus de problèmes que de solutions. Alors on parle beaucoup des métiers en tension. Oui, il y a des métiers que les Français n'ont pas envie de faire, et donc il faudrait pouvoir faire une loi pour que les étrangers puissent occuper le travail de ceux qui ne veulent pas le faire. Oui, ok, enfin la restauration, c'est assez faux de le dire, parce que la restauration, oui, on peut trouver des hommes et des femmes qui ont envie, des Français qui ont envie de travailler dans la restauration. Ouais. Je crois que c'est aussi un manque de revalorisation aussi du travail, de formation. Donc en fait, il y a plein de problèmes qui sont mélangés à ça. Et puis l'insécurité qui est quand même galopante dans notre pays. Oui, ça coûte cher en fait de sécuriser un pays. Ça coûte cher en caméra, ça coûte cher en fonctionnaires, ça coûte cher en je sais pas moi, en voiture de police, pour faire des tournées dans les rues. Oui, ça coûte cher l'immigration. Oui, effectivement, notamment par rapport à la question de la restauration. Avant, c'était beaucoup plus difficile d'être restaurateur. C'était vraiment un métier à part entière, parce que fallait essayer d'être suffisamment intelligent pour avoir des salariés avec des tranches de salaire représentatives de celles de la population,
et en même temps nourrir cette population et du coup avoir derrière des recettes quand même pour que le restaurant puisse continuer à exister. Tourner, ouais. Et aujourd'hui, les restaurateurs sont un peu en mode facile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas restaurateurs de métier, de formation, qui tentent cette aventure. Voilà, ils tentent le truc en se disant voilà, j'ai envie d'avoir mon restaurant, ma cuisine et tout. Et on diminue considérablement une grosse partie du risque parce que justement, on leur permet d'embaucher des Pakistanais ou des Soudanais dans les cuisines, ce qui coûte 2 fois moins cher que des salariés normaux en fait de la population, les mêmes que ceux qui viennent déjeuner dans leur restaurant. Ouais, et en même temps, on les comprend parce que la restauration, c'est un milieu qui est assez dur. Alors même si moralement et philosophiquement, là, on est un peu moins d'accord. Aujourd'hui, la baisse du pouvoir d'achat fait qu'en fait, les Français peuvent plus aller se nourrir dans un restaurant et préfèrent aller faire leurs courses et déjeuner chez eux ou dîner chez eux. Donc oui, on les comprend aussi, ces restaurateurs. Ils n'ont pas été aidés pendant le Covid ou alors très peu. Ils sont tous ressortis avec une grosse gueule de bois. Pendant les Jeux Olympiques, en fait, on s'est rendu compte que c'était que les restaurateurs qui étaient proches des lieux où il y avait les fan zones, etc., ou les stades qui ont bénéficié de cet effet JO. Et puis en plus, il y a eu moins de touristes que prévu. Et puis aussi, les touristes, en fait, ils n'avaient pas de l'argent à mettre dans les restaurants. Ils payaient déjà le prix du billet, le coût du billet de sport pour aller voir le match, ça coûtait assez cher aussi, ça dépend, mais tout de même. Donc oui, une famille de Chinois qui vient en France pour voir les Jeux Olympiques et assister à cette belle fête nationale, et en fait, ils ont déjà le prix de l'hôtel à payer, donc oui, ils vont se faire des sandwichs, et voilà. Ouais. Et alors j'ai une dernière question un peu à titre de curiosité. Est-ce que tu as une autre idée de bouquin sur lequel tu pourrais travailler? Je sais pas. Là, moi j'aime beaucoup la littérature. Ouais. Je suis un féru de littérature. Je me trouve bien meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Donc peut-être un truc un peu plus personnel, je sais pas, je vais voir. Ou sinon en tome 2, si mon éditeur propose un bon chèque. Oui, parce que je me suis dit justement en lisant le truc, on fait finalement que effleurer une grosse partie de notre gabegie financière. Ouais, et c'est certain. Il y a tellement de trucs en France qui existent qui servent à pas grand chose. Mais c'était impossible de mettre tout dans un bouquin. Oui. C'était impossible. En fait, il y a tellement de scandales, il y a tellement de choses, il y a tellement de gabégie, d'argent jeté par les fenêtres. On n'a pas parlé de l'aide au développement, par exemple, dans le bouquin. Là, récemment, l'eurodéputée Sarah Knafo en a reparlé. Nous, peut-être qu'on aimerait bien en reparler dans un livre. Donc oui, il y a énormément de choses dont il faudrait parler, qu'on a mis de côté. Mais oui. Après, moi, je préférais faire un truc un peu plus littéraire aussi, parce que pour me faire un peu plaisir. Mais ce livre, il amène un constat, il propose quelques solutions en réalité. Après, c'est aux responsables politiques d'en faire ce qu'ils veulent en faire. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, si vous êtes curieux sur ce qu'on dépense dans ce qu'on appelle le progressisme, sachez qu'on a à peine évoqué, je pense même pas la moitié du livre au final. Donc il y a beaucoup d'autres choses à dire et à lire en fait dans ce bouquin. Donc voilà, pour les plus curieux, je vous donne la référence, Le vrai coup du progressisme aux éditions L'Artilleur. C'est paru en mai dernier et donc les auteurs Emmanuel Reichberg et toi Vandrive de Garpel. Donc je te remercie pour être venu dans cette émission. Et puis encore une fois aux auditeurs, un grand merci pour votre attention. Et à très bientôt, encore une fois, sur l'Institut des Libertés.